C'est un rêve de ville. Un musée posé sur l'eau. Paris. Une cité modèle, imaginée au XIXe siècle, avec ses avenues aérées et ses immeubles en pierre de taille, aux façades parfaitement alignées. Cette unité architecturale a été pensée par un homme, le baron Haussmann. Pourtant, quelques privilégiés ont la chance d'habiter Paris autrement, dans des lieux tout à fait insolites. Des entrepôts du XIXe siècle, un ancien hôpital, des cabanes et même une pagode chinoise. Jacqueline von Hammerstein, une aristocrate allemande, a racheté cette pagode à 2 pas des Champs-Élysées il y a 6 ans, comme pied-à-terre parisien. Elle a mis plus d'1 an pour restaurer ce bâtiment centenaire. Je trouve extraordinaire d'être entourée par toute cette architecture haussmannienne uniforme et d'avoir cette pagode chinoise au cœur de Paris avec cette magnifique architecture. Le grand portail est toujours fermé avec une grande cadenas parce qu'il y a toujours les gens qui essayent de pousser la porte, de prendre des photos. J'ai reçu des emails sans arrêt, les gens qui veulent faire les photoshoots de mode devant le bâtiment, les touristes qui s'arrêtent avec une bus. C'est tellement bien connu maintenant. Dans les années 1920, Monsieur Lo, un antiquaire d'origine chinoise, fait construire cette pagode de 1000 mètres carrés pour y installer sa galerie. Il fait découvrir au tout Paris l'art asiatique et fait fortune. Pour conserver l'âme du lieu, Jacqueline a chiné chaque meuble de ses appartements privés. Mais il y a un espace qu'elle a laissé dans son état d'origine. Ces salons de lac inscrits aux monuments historiques et d'une valeur inestimable. C'est fait avec les anciennes paravents, les panneaux des anciennes paravents. Et sur les panneaux, on trouve la décoration typiquement chinoise avec les oiseaux, les papillons. Et c'est toujours 2, c'est toujours un couple. Ça représente le yin et le yang qui est complémentaire dans la philosophie chinoise. Et les salons de premier étage sont tellement importants parce qu'il n'existe pas un décor de cette qualité ailleurs. Même en Chine, dans les anciens palais, pas une seule pièce qui est décorée avec une qualité, une importance des lacs comme ici. C'est vraiment le seul endroit dans le monde entier. Il y a aussi une richesse de couleurs, une richesse de décoration. Il faut presque rien ajouter. De temps en temps, je ramène des orchidées, mais après, tout est là, le décor est là. Il faut pas beaucoup de meubles, il faut rien en plus. En fait, la maison est bien évidemment fermée au public, c'est privé, mais de temps en temps, je loue pour des événements spéciaux, pour des fêtes, pour des dîners, pour des cocktails. Voilà. Au dernier étage de cette pagode, une pièce encore plus inattendue. Voilà le salon indien et en fait c'est mon endroit préféré à la pagode. On n'attend pas du tout une galerie en bois sculpté comme ici de l'Inde. Je trouve ça extraordinaire d'avoir cette boiserie ici parce que c'est comme vivre dans un ancien palais. En fait, c'est voyager sans quitter sa maison. On peut se trouver en Inde, on peut se trouver en Chine. C'est magique. Voyager au cœur de Paris.
De l'autre côté de la Seine, dans le 5e arrondissement, le Jardin des Plantes est le poumon vert de la rive gauche. Depuis 400 ans, il abrite un jardin botanique extraordinaire. Mais c'est aussi l'un des plus anciens parcs zoologiques au monde. 180 espèces vivent dans la ménagerie. Cachée au fond de cet univers exotique, une petite maison de 70 mètres carrés où un couple a la chance d'habiter. Gérard et sa femme Danielle sont soigneurs. Ils occupent ce logement de fonction depuis plus de 40 ans. Tu veux crêpes aux brioches? Brioche. Moi, je me laisse pas abattre le matin. Moi, quand je suis arrivé à la ménagerie en 74, j'ai eu la chance d'avoir une petite chambre. Et donc, pendant quelques mois, j'ai eu un logement qui était sous celui de Daniel. Donc, on était de grande connivence avec son père. On s'entendait super bien au travail. Et puis après, voilà, je suis devenu son gendre. Et quelques temps après, lui, ils sont partis à la retraite en Charente. Et régulièrement, il me disait tu m'as piqué mon travail, mon poste. Aujourd'hui, tu es devenu chef soigneur, tu m'as remplacé parce qu'il était chef soigneur après la ménagerie. Et tu m'as piqué ma fille, ma dernière fille qui me restait, tu me l'as piqué. Et en plus, tu m'as piqué mon logement. Leur début de journée a toujours un petit air de safari. Attends-moi, oh là là, je suis pas rapide le matin, moi. Le cocotte n'est pas sorti. Les voisins, ils sont matinaux, ceux-là. Il y en a qui ne sont pas encore levés, mais ceux-là, on leur dit bonjour. Les cages sont vides encore pour l'instant. Elles vont se remplir tout à l'heure. Les fauves vont sortir. Ils ont passé la nuit à l'intérieur, dans leur loge de nuit. Ils étaient bien au frais par rapport à nous, nous. Et voilà. Après Gérard et Daniel, les premiers à prendre leur petit déjeuner sont les singes. Oula, mon fils à colère, viens mon vieux pépé. Mes amis nous envient, ils sont jaloux. Ils m'envient à chaque fois de voir mes petits bouchons, là, mes petites peluches vivantes. Regarde. Ça, c'est mes petits chouchous. En fait, je devrais pas en avoir, mais c'est quand même mes petits chouchous. D'habiter ici, ça change beaucoup de choses, parce que si jamais je vois qu'il y a un problème dans la journée ou n'importe, qu'il y a de la bagarre, ou qu'ils sont énervés, ou qu'ils ont mal mangé, je peux repasser le soir. Comme ça, je peux venir et ils ne bougent pas, ils me connaissent. S'il y en a un qui s'échappe, hop, il revient sur mon épaule, et on revient comme ça. J'ai vraiment l'impression de vivre dans un lieu extraordinaire, parce que non seulement il y a les vieux arbres, il y a les beaux bâtiments, tout ça, et puis il y a les animaux. Donc, et en plus, Paris, la ville, c'est-à-dire la campagne dans la ville. Donc c'est l'idéal. Parmi tous leurs animaux de compagnie, le préféré de Gérard est un orang-outan. Alors là, on rentre dans la singerie. Et quand je rentre à la singerie, celle que je cherche et que je vais voir, c'est Nénette. Parce que Nénette, pour moi, c'est l'animal qui était là quand je suis arrivé en 1974. Nénette, je pense, me considère comme son père adoptif, ou son grand-père plutôt. Pour aller un peu plus loin, c'est 43 ans de vie commune, donc c'est un peu plus qu'avec Daniel. Donc c'est pas mal. Il fait chaud, hein, Nénette? Hein? Tu viens me voir? Tu viens me voir? Allez, viens. Un petit effort. Ah, c'est bien. C'est bien. Allez. Allez. Encore. Hein? Tu veux me voir quand même. J'insiste pas beaucoup pour qu'elle vienne au contact direct. Si c'est les autres soigneurs qui font ça, ils viennent pas. Il n'y a pas beaucoup d'animaux avec qui on peut avoir une relation de ce type aussi longue. 43 ans, c'est énorme. Nos chiens, nos chats, nos animaux à la maison, etc., ça vit beaucoup moins longtemps. Il y a quelques animaux plus vieux que ça à la ménagerie, mais j'ai pas le même relationnel avec les tortues des Seychelles qu'avec Nénette. Hein. Quand on habite ici, quand on y vit en permanence, moi, j'oublie totalement que je vis à Paris. Avec cette diversité d'animaux qui viennent de tous les endroits du monde, on a vraiment l'impression d'un voyage permanent dans un jardin exotique. C'est ça qui fait ce charme et qui fait que je vis si bien à Paris. Et le soir, une fois les visiteurs partis, Gérard et Daniel retrouvent ce parc de 5 hectares, rien que pour eux. Monsieur Marc, attends, je vais te détacher là-bas.
Car ils sont mignons tous ensemble. Et doucement, Caïd, tu nous attends. Caïd, tu attends. Eh bien. On n'entend plus que les animaux, c'est génial. On entend le bruit au loin des voitures, mais bon, c'est rien ça. Puis le chien est content, donc c'est le principal. Moi, c'est quand même ma ferme. Ma grande ferme. Dans quelques mois, ce privilège prendra fin. Le couple part à la retraite. Là, aujourd'hui, on promène que le chien, mais avant, on promenait le chien avec les enfants et avec les vélos. Il n'y a pas besoin de faire des kilomètres et de prendre la voiture pour aller au square. Hein. Voilà. On avait tout sous la main. Forcément, à la maison, il y avait toujours plein de gamins. Et puis les soirs, et puis aux anniversaires, on faisait des repas. Et les copains, qui pourtant étaient des familles assez aisées, étaient époustouflés chez nous, étaient heureux comme tout. Il y avait un chien, il y avait un jardin, il y avait des animaux, on pouvait jouer au ballon le soir. Enfin, c'était super, quoi. Bon, ça va être dur de partir, mais j'essaye de me mettre en tête que c'est chacun son tour, quoi, la place à d'autres. Et puis bon, je me dis toujours que je reviendrai quand même. Et puis voilà, et j'aurai des nouvelles surtout de mes animaux, donc voilà. Quand certains sont juste locataires, d'autres ont eu l'opportunité d'acquérir plusieurs hectares en plein Paris. À l'est, dans les nouveaux quartiers, entre le ministère des Finances et la bibliothèque François Mitterrand, vit le plus grand propriétaire privé de la capitale. Ces anciens entrepôts représentent une surface habitable de près de 20 000 mètres carrés. Un site unique, qui cache même 2 rues fermées aux habitants du quartier. Jean-Paul Favant est le maître des lieux depuis 20 ans. Il a racheté ces bâtiments à la ville de Paris. C'est privé, j'habite ici, c'est fermé par des grilles et la mairie me laisse toute responsabilité sur ce qui est dans le site. Donc je dois entretenir les platanes, les marronniers, les élaguer, refaire les pavés des rues. Et puis surtout que cette rue est classée. Et donc il faut l'entretenir dans le respect de son époque. C'est bien, ça va plus vite que j'aurais cru. Ça sera prêt pour ce soir. Les pavés ont dû être installés il y a 200 ans à peu près, 150 ans, à l'époque de la construction des bâtiments. Et bien sûr, c'est au même moment qu'on a installé les rails, surtout. Tout ça, c'est un ensemble. Ces bâtiments qui étaient les chais de Bercy. Au XIXe siècle, le vin est acheminé par bateau, puis par rail, de toute la France pour approvisionner la capitale. À l'époque, les Parisiens consomment 400 millions de litres de vin par an. Les chais de Bercy deviennent le plus grand marché viticole au monde. Aujourd'hui, les fûts sont vides. Les bâtiments inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Jean-Paul Favant a reconverti l'un d'entre eux en habitation. Je me suis installé dans un des chais où je cherchais à introduire ma vie dans un milieu qui était industriel à l'origine. Alors, du coup, il en est resté une cuve qui fait partie de la mémoire de cet endroit. Et dedans, un écho incroyable. Ce salon, c'est aussi un patio. C'est-à-dire, on est à la fois dans un intérieur-extérieur. C'est toujours une recherche de l'évasion. Chaque objet est censé raconter des histoires qui m'emmènent toujours dans leur monde. Ces meubles, par exemple, c'est des meubles qui étaient dans des grottes de cure thermale en Italie. Et donc, ils sont en forme de coquillage. Toujours l'idée de la maison à l'extérieur, de l'extérieur à la maison. Et par cette porte, on accède au bureau. Un cabinet de curiosité. Ce bureau, est une de mes pièces préférées, parce que je me suis entouré d'objets qui m'ont suivi pratiquement pendant toute mon existence, depuis une trentaine d'années ou un peu plus. Mon parcours au niveau de mes études, j'ai fait des études pour être notaire. Après, je suis devenu brocanteur. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis mis en chasse d'objets de curiosité. Et dans les objets de curiosité, il y a ceux du spectacle. Donc, c'est réuni des objets du spectacle.
Mais pour arriver aujourd'hui, jusqu'à ce que mes jouets soient tellement grands qu'il a fallu que je trouve 18 000 mètres carrés pour les ranger. Un coffre à jouets à la mesure de sa passion. Jean-Paul Favant est le plus grand collectionneur d'art forain au monde. Il a passé sa vie à rassembler des milliers d'objets de la fête, des attractions tout en parfait état de marche, pour recréer un monde féerique. Et c'est parti, galopez, galopez, petits chevaux. N'est pas une collection de boîtes d'allumettes, c'est-à-dire c'est grand comme un manège qui fait 11 mètres de diamètre et 8 mètres de haut. Il fallait un espace à sa taille. J'ai eu la chance de trouver ces chais qui sont du 19e et qui sont très contents d'accueillir la fête. À l'origine, j'étais pas tout à fait sûr de mon coup, parce que la dimension des manèges, pour rentrer dans un écartement de 11 mètres et quelques, on n'était pas du tout sûr. Il a fallu quand même prendre un peu un chausse-pied pour les faire rentrer. Mais après, avec le temps, la mise en scène s'est complètement adaptée, et on a l'impression qu'ils sont là depuis toujours, qu'ils sont nés avec ces bâtiments. Son plus beau trésor, un carrousel exceptionnel datant du 19e siècle. Les manèges de vélo sont rares aujourd'hui, surtout celui-ci dans une telle qualité de polychromie et de boiserie. Il y a eu 25 000 heures de restauration dessus. 18 corps de métier sont intervenus pour refaire tant la sellerie que la mécanique, que la peinture, que la dorure. Et on l'a remis réellement dans son état d'origine. À l'extérieur, un autre manège, celui des camions traiteurs. Car pour financer ce décor, des visites sont organisées et les salles se louent pour des soirées privées. C'est le travail de Clémentine, la fille de Jean-Paul Favant. On a 25 personnes qui travaillent à plein temps, et dont 5 personnes qui s'occupent de l'entretien du patrimoine. Si on ne louait pas ces espaces, on ne pourrait pas faire vivre le lieu et entretenir les objets et ce patrimoine. Ce lieu est un peu tout, à la fois un musée, un lieu événementiel, et puis la maison, bien sûr. Donc c'est tout un univers. Clémentine vit ici depuis l'âge de 9 ans. J'habite en colocation avec mon père, donc c'est un mode de vie particulier. Et puis c'est vrai aussi que c'est un univers qui est très fermé. Donc on peut très bien ne pas sortir du tout pendant une semaine. Donc ça peut être un peu enfermant. Par contre, il y a aussi tous les avantages de vivre dans une maison dans Paris avec un jardin et une rue privative, 1,5 hectare quasiment de lieux de vie et de jardin. Ça serait dommage d'aller s'enfermer dans un appartement. « 99% des Parisiens vivent en appartement. Avec un prix au mètre carré autour de 9 000 € en moyenne, chaque recoin vaut de l'or. Marianne Evenou est architecte d'intérieur. Elle est de plus en plus sollicitée pour réaménager la moindre surface disponible. Aujourd'hui, elle a rendez-vous au dernier étage de cet immeuble, avec le propriétaire de cette petite maison posée sur les toits. Hey, salut Marianne, tu vas bien? En forme? Ouais. Salut Apollonia. Bisous. J'espère que tu nous amènes à beaucoup... Benjamin a eu le coup de foudre pour ce 23 mètres carrés atypique, pourtant peu adapté à sa taille. Donc ici, là, c'est le salon. Donc c'est un bel espace, mais il faut que je me baisse là, parce que voilà, la porte est cassée. Là, c'est la cuisine. Super espace, très calme, très agréable. Ici, c'est la salle de bain. Alors, vous allez rigoler sur la salle de bain. La salle de bain, c'est tout petit. Hein, je me mets comme ça, là, c'est minuscule. Quand je vais prendre une douche, bonjour. Hein, ça veut dire que je ne peux pas me mettre debout dans la douche comme ça. Ok, c'est juste pas possible. Donc, je suis obligé de m'asseoir et tout, donc c'est pas possible.
C'est vrai que la salle de bain, elle est impraticable au jour d'aujourd'hui. Là, on se fait à tout, mais c'est juste absurde de rester avec une organisation pareille. Donc, hop, je transvase la salle de bain du côté de la cuisine et en fait, je crée la salle de bain dans la cuisine. Alors, je vais vous présenter ça en fait sur la 3D. Là. Alors, ah ouais. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que la distribution soit beaucoup plus logique. Et je trouve que c'est un lieu qui ressemble à une cabane perchée, tout en haut, et il faut qu'il y ait toujours ce côté un peu amusant, un peu joyeux en fait, parce que c'est un lieu qui est quand même tellement atypique qu'on a envie de garder cet esprit un peu magique en fait dans le lieu. Après rénovation, ce 23 mètres carrés pourrait valoir 300 000 €. C'est un ancien pigeonnier bâti en 1791. Et ce pigeonnier, quelques 50 ans plus tard, est devenu une loge d'artistes. Parce que juste en bas, dans l'autre cour, il y avait une salle de théâtre. Donc les comédiens venaient ici. C'est pour ça qu'on a toutes ces petites portes là, parce que c'était des loges spécifiques pour les comédiens. Tous ces petits espaces ont quelque chose de vraiment très particulier. Ce sont souvent les mal-aimés et je suis ravie de pouvoir justement de temps en temps faire en sorte qu'ils se révèlent à eux-mêmes en fait. Des transformations qui ont un prix. Comptez environ 2 000 € du mètre carré pour pousser les murs et sublimer ces petites surfaces, comme cette minuscule chambre de bonne. Alors ici, on est dans un petit appartement de 11 mètres carrés sous les toits dans le cœur de Paris, tout simplement. Et il a fallu complètement le restructurer. C'était très bas de plafond, il y avait à peu près 2 mètres 10 de hauteur, donc on se sentait assez oppressé dans cet espace. Donc on a commencé par tout casser et la surprise agréable a été de pouvoir gagner en fait en hauteur la chambre à coucher et installer un lit sous les toits. Alors on a une toute petite cuisine ici, je crois me souvenir qu'effectivement on a à peu près 1,40 m de large, mais on a absolument tout. On arrive parfaitement à préparer un repas délicieux ici. On a le petit réfrigérateur qui est là, on a ici le four et on a en dessous une machine à laver la vaisselle. On a tout ce qu'il faut. L'approche classique, c'est de garder un seul et même volume. Et en fait, moi, je trouve que ça devient des boîtes et que du coup, c'est super difficile à vivre. Alors que moi, j'aime l'idée de vivre même dans un 11 mètres carrés, comme dans un appartement. Donc, j'ai créé artificiellement une notion d'entrée, une notion de cuisine, de salle de bain. Et du coup, on a l'impression de vivre vraiment dans un petit appartement avec toutes les caractéristiques d'un grand appartement en fait. Parfois j'ai des clients qui vivent dans des hôtels particuliers et pour qui je refais un petit appartement comme ça en pied-à-terre à Paris et ils sont absolument scotchés de voir qu'on peut avoir la même sensation de luxe dans un petit 11 mètres carrés que dans un hôtel particulier. C'est ça la leçon. Dans les petits espaces, il y a une poésie qu'on ne retrouve pas dans les grands appartements. Il y a un côté extrêmement cabane urbaine, vraiment sous les toits. Et elles sont vraiment porteurs de rêverie. Avec 21 000 habitants au kilomètre carré, Paris est l'une des villes les plus denses au monde, devant Tokyo ou New York. À l'est, dans le 20e arrondissement, à 2 pas d'un boulevard saturé, se cache un îlot de tranquillité. Ici, un air de campagne souffle sur la ville. Une centaine d'habitants peut se targuer de vivre dans un pavillon avec jardin. Comme Françoise, une ancienne informaticienne à la retraite. J'aime bien, c'est sympathique, que ce soit les fleurs, les tomates, c'est une passion. Et puis c'est tellement une chance. Je veux dire, on fait une salade de tomates, on descend dans le jardin, on coupe les fines herbes. Mais c'est du temps. C'est du temps, mais c'est du plaisir aussi. Donc voilà.
on est amoureux de nos maisons. C'est une histoire d'amour avec nos maisons et c'est la vérité. Hein. Moi, je suis plus heureuse d'embellir ma maison, de faire des travaux que de m'acheter, je sais pas, des vêtements ou voilà, c'est le bonheur. La maison de Françoise mesure 120 mètres carrés, sur 3 niveaux. Je suis née à la maternité de l'hôpital Tonneau, qui est à côté. Et voilà, moi j'ai toujours vécu ici. Donc ça fait... je suis née en 1950, donc calculé. Ça fait 67 ans. Et donc c'était mon grand-père qui avait construit la maison. Un petit peu de menthe. Donc là, l'escalier qui monte au premier étage, avec une première chambre, avec balcon. Alors, de mémoire, ça doit être... je crois qu'il n'y a que 2 maisons qui ont un balcon. Ce lotissement, la campagne à Paris, a été édifié sur une butte, une ancienne carrière, au début du XXe siècle. En tout, 92 maisons, alignées sur 3 ruelles. À l'origine, c'était des ouvriers qui habitaient ici, qui étaient des gens plutôt modestes, hein, qui avaient des petites situations et qui ont acheté ça en payant tous les mois un petit peu pour devenir propriétaires de leur pavillon. Alors là, mais regardez, enfin, je veux dire, il n'y a même pas besoin de parler, il n'y a qu'à voir et qu'à regarder. Bon, et encore là, les glycines sont fanées, mais c'était superbe. Là, on arrive devant la maison dans laquelle a été tourné le film Le Petit Nicolas. Donc c'est vrai que c'est une ambiance petit village. Quand j'étais petite, c'était exactement ça. Ça n'a pas changé. Je vous dis, les enfants rejouent dans la rue comme ils jouaient moi quand j'étais gamine. Hein. Salut. Bonjour. Bon, là, enfin, on se connaît tous. On se croise, c'est toujours un petit bonjour, un petit mot, tout le temps, quoi. Et dans ce petit village, les voisins ont pris l'habitude de se retrouver en toute simplicité. Quelquefois, le dimanche, on se rencontre là, devant les maisons. Alors, il y a un petit groupe qui commence à bavarder, 2, 3, 4, 5, 6... Puis il y en a un qui arrive et qui dit eh, si on faisait un pot. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes là depuis juste 18 mois. Voilà. Seulement 18 mois. Voilà. Et on a été accueillis le lendemain de notre emménagement par un pot de bienvenue qui était à peu près celui-ci. À peu près, voilà. Donc, Si tout Paris était comme ça serait merveilleux. Malheureusement. En un siècle, les ouvriers ont laissé place à des cadres supérieurs. Aujourd'hui, pour accéder à ce petit coin de paradis, il faut compter au bas mot 1 million d'euros. À Paris, pour que les plus modestes puissent continuer à se loger, la ville explore une piste inattendue. Dans le très chic 9e arrondissement, un chantier de rénovation exceptionnel est en cours. L'objectif ? Créer des logements sociaux dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, classé monument historique. L'architecte Denis Bernard supervise les travaux. Ce matin, il doit contrôler les finitions d'une pièce majeure du grand salon, qui a coûté près de 15 000 €. Voilà la nouvelle porte. C'est bien, un beau travail. Donc le sculpteur a retravaillé aussi. Ouais. Fin 18e, on trouvait beaucoup ce genre de motif. La particularité de cette porte, c'est qu'on a une sculpture qui va du montant sur le panneau. Alors ça, c'est assez peu fréquent à cette époque. C'est bien, donc là on va restaurer les serrures aussi. Là, c'est vous qui vous occupez de ça aussi, oui, je crois. C'est ça. Ça, c'est la serrure d'origine de cette porte. Donc, il va servir de modèle pour reconstituer la serrure manquante. Donc, ici, on est à l'hôtel Chromo du Bourg. Et
Cet ensemble est exceptionnel à plusieurs titres. D'abord parce que c'est un des rares sites dans Paris qui ait autant d'intérêt et qu'on ait repris, disons, dans un tel état de friche. Parce que c'est un site, je pense, qui est resté un peu en déshérence. Enfin, personne ne savait très bien ce qu'il fallait en faire, jusqu'à que la ville de Paris prenne les choses en main. Voilà. Et donc, dans ce site, il y a différents espaces et ouvrages protégés au titre des monuments historiques, qui ont beaucoup de qualité, les corniches, l'ensemble des lambris et ces grands miroirs. Là. Donc, on avait 3 grands miroirs. On s'attache à restaurer dans le nouveau programme de façon à conserver au maximum l'esprit du lieu, voilà, le puissant génie du lieu de l'hôtel Cromeux du Bourg. Dans les années 1830, la célèbre fabrique de pianos Pleyel occupait l'hôtel particulier. Chopin donna même dans ses salons son premier récital à 22 ans. Au sein de ce patrimoine, 22 logements sociaux sont aménagés. Du studio aux 3 pièces. Donc ici, nous sommes dans le premier logement terminé de l'opération. Donc là, vous avez une bonne idée des prestations finales que le locataire aura dans son logement. Et évidemment, on s'est employé à conserver tous les petits ouvrages historiques au maximum qui était possible de conserver. Donc, notamment, vous voyez les plafonds, vous voyez la corniche périphérique qu'on a restaurée, vous voyez la rosace centrale, donc les volets bois, les volets brisés, qui étaient donc une particularité des fenêtres du XVIIIe siècle et qui sont là aussi restitués de façon à vraiment à garder l'esprit du lieu, l'esprit des ouvrages d'origine. C'est pas très courant, je pense, d'avoir des volets brisés dans un logement social. On le retrouve plus dans les hôtels particuliers du centre historique de Paris. Donc je pense que les locataires seront contents d'avoir une variante aux persiennes en PVC qu'ils peuvent trouver dans d'autres bâtiments. Voilà, ici nous sommes dans la chambre. Nous avons conservé la cheminée historique, voilà, qui est une cheminée assez singulière. On a un conduit en fonte, donc la tablette en marbre, son tiroir, le foyer lui-même. Dans un logement social, on aurait pu imaginer qu'on démolisse cette cheminée pour gagner un demi-mètre carré dans le 9e arrondissement en se disant voilà, c'est formidable, on va se faire un peu d'espace supplémentaire. Mais on aurait banalisé les lieux et c'est exactement ce qu'on cherche à ne pas faire. On cherche vraiment à ce que cet endroit soit unique, singulier, par son architecture, la configuration des lieux et la qualité de certains ouvrages et détails conservés. Là, nous sommes sur un logement de 2 pièces de 50 mètres carrés. La fourchette de prix selon vos revenus est de 300 à 600 euros, c'est-à-dire très inférieure à ce que vous pouvez trouver sur le marché privé. C'est assez extraordinaire au cœur de Paris d'avoir un logement de cette qualité-là, à cet endroit-là, avec ce type de prestations et pour un prix aussi modeste. Encore plus surprenant, près de la place d'Enfer-Rochereau dans le 14e arrondissement. Un hôpital abandonné. La structure a fermé ses portes en 2011 pour devenir un écoquartier. Avant le début du chantier, plusieurs associations investissent temporairement les 60 000 mètres carrés laissés vacants. C'est l'expérience des grands voisins. Le site héberge des femmes et des hommes en grande précarité, mais pas seulement. Il est aussi ouvert aux Parisiens et aux touristes. L'ancienne pharmacie de l'hôpital a été transformée en auberge de jeunesse. Sonia gère ce lieu associatif. Ici, c'était l'ancien local acide de l'hôpital. Et donc, c'est une auberge qui accueille 8 lits en dortoir. Et voilà, ça marche plutôt pas mal. Le prix, là, à 20 € la nuit. On est plutôt dans la fourchette basse. Après, on n'est pas une auberge de jeunesse professionnelle. Donc, moi, je suis architecte de formation. Mais on s'est assez amusé à dessiner l'auberge. Proposer quelque chose d'assez confortable et généreux. En fait, on était parti à la base sur un dessin de lit dortoir classique.
de lits superposés qu'on allait acheter. Et puis en fait, on s'est dit que c'était pas très agréable d'être tous les uns à côté des autres. Donc on a essayé d'offrir des cabines un peu plus isolées, avec chacun à l'intérieur. Pour montrer une lumière. Et oui, effectivement, il y a des auberges de jeunesse qui sont là, surtout pour des intérêts financiers. Nous, on a envie aussi de se faire plaisir et puis de faire plaisir aux touristes qui viennent, quoi. Et pour pousser l'expérience encore plus loin, l'association a fait un pari fou. Proposer de camper dans des cabanes en plein Paris. 8 ont déjà vu le jour. Une nouvelle est en cours de construction. Nous sommes venus de Belgique pour installer une cabane qui est composée par des échafaudages et des palettes. On va créer comme des ruches des abeilles et on va travailler avec des bénévoles locaux pour tout construire. Ils ont une journée pour construire 2 alcôves qui accueilleront bientôt 4 personnes. Je suis plutôt assez contente. Ouais, c'est toujours un peu excitant quand... Ça fait 3 mois qu'on prépare ce projet. C'est un camping artistique et écologique. Et on avait envie de développer l'hébergement de plein air en milieu urbain. On avait envie de tester des choses. Du coup, on a voulu proposer dans notre camping des cabanes un peu 3 étoiles où on peut venir dormir dans une cabane un peu insolite, confortable, généreuse. Il y a plein de petites installations qu'on a faites qui sont assez rigolotes. Il y a la machine à laver. Là, il y a quelqu'un qui est en train de pédaler. La machine à laver où on pédale pour faire sa machine. Là-bas, il y a des douches qui sont assez rigolotes, où on doit dérouler un rideau et on le reroule quand on a terminé. Donc, il y a toutes ces petites installations qui donnent un peu de magie au camping, où ça, les gens sont assez étonnés et agréablement surpris. Auguste ? Mais le cœur du projet, c'est surtout de reconvertir les anciennes chambres de l'hôpital. 600 personnes en situation d'exclusion logent ici désormais. Assitane est originaire du Mali. Après la mort de son mari, elle a dormi quelque temps dans la rue. Elle a trouvé refuge ici il y a 6 mois grâce au SAMU social. Cet ancien hôpital, c'est comme chez moi maintenant. Ici, c'est mon lit, là où je me couche tous les jours. Et là, c'est les choses qui restent de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Ici, c'est la place de l'oxygène pour les malades. La lumière, pour allumer, c'est comme ça. Tu tires, ça s'allume. Moi, je branche mon téléphone pour charger. Je branche mon petit ventilo aussi pour charger. C'est la clé de ma chambre. La clé de ma chambre, 317. Quand tu as ça, tu es fier. Les autres aussi, dans le métro, ils montrent leur clé. Toi aussi, tu prends ta clé, tu fais un peu le malin. Tu as un chez toi aussi. C'est la clé du bonheur. On t'apprend ici beaucoup de choses. Voilà. Le chauffage aussi, je ne connaissais pas. C'est quand je suis arrivée ici, quelques jours après, j'avais trop froid. Une camarade m'a appelé, j'ai dit, oh là là, moi j'ai froid, j'ai froid. Elle a dit, il faut tourner. J'ai tourné du coup. La chaleur est venue. J'ai dit, oh là là, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas. C'est ici que j'ai connu les chauffages et tout. Et vraiment, je suis très contente d'être avec le 115. C'est grand, on est dans Paris, le centre aussi. Ça fait du bien, ça m'a fait du bien en tout cas. J'ai perdu mon mari, mais j'ai récupéré la vie dans le centre ici. J'ai récupéré la vie dans le centre ici, avec les activités, avec tout ce qu'on voit tous les jours. Les gens s'ils sont gentils, on est comme la famille ici et tout. C'est bien d'habiter ici, c'est bien. Le soir venu, l'ancien hôpital se transforme en lieu branché. Pour se restaurer, plusieurs comptoirs, dont celui d'Assitane, qui fait goûter ses spécialités africaines. Bon appétit. Merci. Voilà. Merci. C'est le grand bonheur pour nous. On est trop contents du restaurant. Ça m'apporte la joie. Voilà, je suis trop contente. Une ville dans la ville, qui séduit chaque jour 1 millier de visiteurs.
Manolo et sa petite amie espagnole, Alba, ont décidé de s'offrir une nuit insolite au camping. Bonjour. Salut. On avait réservé pour 2. Ok. Le couple a choisi cette cabane de 3 mètres carrés. Prix de la chambre, 45 €. Ah, yeah. Perfect. Franchement, ça va. Je m'attendais pas qu'il y ait l'électricité en fait. C'est plus confortable que je pensais. Ah ouais, c'est cool, hein. Ça fait un drap avec ça. Oh, we are... C'est vraiment incroyable de pouvoir camper dans une ville. Dormir à l'hôtel, on peut le faire tous les jours. Mais ici, c'est très spécial. Je ne pourrai jamais le refaire. Ce camping est le premier de toute l'histoire de Paris. C'est une expérience rigolote parce que d'arriver en métro au camping, c'est quelque chose qui n'est pas commun en fait, déjà. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent et puis qui est original. Mais je pense que ça pourrait marcher, enfin qu'il y en ait d'autres, des campings comme ça, des campings urbains en fait, justement. Ouais, ce serait intéressant que ça existe un peu, qu'il y en ait plus souvent, quoi. Dans quelques mois, la parenthèse de ces hébergements insolites se refermera. L'hôpital commencera une autre vie. Un écoquartier sortira de terre. La ville du baron Haussmann est célèbre dans le monde entier grâce à un autre grand bâtisseur, Gustave Eiffel. Nombreux sont ceux qui rêvent d'habiter la carte postale. Dans le 15e arrondissement, une trentaine d'artistes a le bonheur de vivre dans un bâtiment signé Eiffel, un ancien pavillon de l'exposition universelle. Comme Philippe, un artiste peintre et illustrateur. Depuis 2014, je fais du dessin automatique. Je tiens pas compte de la forme de l'image, je laisse guider ma main. Et j'ai fait des centaines et des centaines de dessins depuis, c'est presque un exercice quotidien. Ce qui m'inspire ici, en fait, c'est le fait que dans ces murs, il y a eu plusieurs vies qui sont déroulées, des artistes qui ont produit des choses assez fortes. Aussi par le fait que ces bâtiments sont stoppés dans le temps, on a l'impression d'être à une autre époque, on vit quelque chose d'assez intemporel. En 1900, lors de l'exposition universelle, cette rotonde accueille le pavillon des vins. 2 ans plus tard, le sculpteur Alfred Boucher rachète aux enchères la structure d'Eiffel et la remonte pour créer la ruche. Une cité d'artistes qui a vu passer les plus grands, comme Fernand Léger ou Marc Chagall. Philippe a eu la chance de se voir attribuer l'ancien atelier de Chagall. Je suis arrivé à la ruche en 1993, donc ça commence à faire un paquet d'années. Il y a un petit point cuisine, il y a un lit au-dessus, il y a une petite salle de bain. On signe un bail qui n'est pas restrictif dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut y rester autant de temps qu'on le souhaite. Donc il y a des artistes pour qui c'est très bien parce que ça permet de s'installer, de débuter, et d'autres qui cherchent des espaces plus grands, donc qui partent ailleurs et qui laissent leur atelier libre. Sur le palier, la voûte a été rénovée. Alors ici, on voit cette structure de Gustave Eiffel avec ce chapiteau-là. Et puis, il y a tout cet alignement de portes. Il y a à chaque fois une entrée dans une alvéole, mis à part que les abeilles, sont nous, quoi. Au rez-de-chaussée, Alice, céramiste, est la dernière arrivée à la ruche.
c'est un bon lieu pour être artiste parce que c'est très calme et c'est très lumineux. J'entends principalement les oiseaux toute la journée. Avant, j'étais dans un local commercial sur la rue et j'étais sans arrêt sollicitée par les gens qui rentraient. Alors qu'ici, il y a juste le ciel. J'avais un ami qui vivait ici. Alors, une fois de temps en temps, je passais le voir. C'était une idée du paradis. Et jamais à ce moment-là, j'aurais envisagé que moi aussi, je pourrais en être. Quand je suis arrivée la première fois ici, c'était... j'avais vraiment l'impression d'être invitée à partager un secret avec très peu d'initiés. J'ai gardé le secret pendant longtemps. De toute façon, quand on arrive ici, on oublie de se plaindre, hein, parce que c'est tellement presque parfait. Attenant aux ateliers, un immense jardin partagé. Le nouveau terrain de jeu du fils d'Alice, Isaac. C'est tellement calme ici, c'est incroyable. C'est vrai que quand on est arrivé, moi j'avais peur que ce soit lui qui fasse tout le bruit ici. Donc à chaque fois qu'on sortait, je lui disais chut, dans le jardin on murmure. Mais petit à petit, j'ai compris qu'il était apprécié des uns et des autres. Alors. Et maintenant, il crie normal, comme les autres enfants. De toute façon, je lui dis, ici, il n'y a que des artistes. De toute façon, si on n'est pas artiste, on ne peut pas être à la ruche. Et donc, lui, ça a fait son chemin dans sa tête et il s'est mis à dessiner tous les jours puisqu'il voulait rester à la ruche. Donc, il fallait qu'il soit artiste. Mais bon. Les premières cités d'artistes ont vu le jour au 19e siècle, à Montmartre. Aujourd'hui, les touristes viennent du monde entier pour retrouver l'esprit d'antan. Au sommet de la butte se trouve l'appartement le plus haut de Paris. Olivier, un expert en joaillerie, s'est offert ce balcon d'exception. Je suis arrivé ici en 2014, après avoir fait quelques travaux pour le mettre à mon goût. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il y a de la lumière partout, puisqu'il y a des fenêtres littéralement partout. Donc c'est un endroit assez extraordinaire, puisqu'on a une vue extraordinaire à 360 degrés. On arrive à voir le sud, le nord, l'est et l'ouest, et il y a de chaque côté un endroit extraordinaire à découvrir. Au nord, on aperçoit le Stade de France. Ensuite, on voit Notre-Dame. Là, on voit émerger les toits de Paris, les toits du Louvre en l'occurrence. Et bien évidemment, la tour Montparnasse qui surplombe la capitale également. C'est un tel décor de cinéma qui sont venus il y a quelques années tourner Tout le monde dit I love you avec Woody Allen et Julia Roberts. On voit cette vue extraordinaire. Et Julia Roberts est dans le salon et elle s'extasie devant la vue. C'est assez rigolo de revoir cet extrait de temps en temps. Je vais quand même vous faire remarquer une petite chose exceptionnelle. Là, j'ai mes propres vignes qui produisent énormément de raisins. Ça, c'est fantastique. Le problème, c'est que les oiseaux ne me laissent pas un grain. Mais ces vignes-là, c'est les plus belles vignes de Montmartre et c'est les plus hautes de Montmartre. Pour cet appartement perché de 85 mètres carrés, Olivier a dépensé 1,5 million d'euros. Près de 18 000 € du mètre carré. Donc ici, on arrive dans la chambre. C'est exactement comme une suite d'hôtel, en fait. Il y a un grand lit, il y a une petite salle de bain, il y a un espace de vie. C'est aussi simple que ça. Et donc, un grand lit pour être à l'aise et puis surtout, pouvoir m'endormir le soir avec cette vue extraordinaire sous les yeux. Ici, je vois le dôme du Sacré-Cœur. C'est quand même fantastique de voir ce monument qui vous toise. Quand on s'endort le soir ici et qu'on regarde le Sacré-Cœur, c'est un pur bonheur. J'aime autant vous dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est un endroit où on ne peut pas déprimer.
Partout ici, on a une lumière extraordinaire. Même dans la salle de bain, qui est un tout petit univers, on se retrouve ici, face au Sacré-Cœur. C'est un endroit incomparable. Et d'ailleurs, je suis très casanier, je bouge pratiquement pas. Je suis tellement bien ici que j'ai qu'une envie, c'est d'être dans mon nid. C'est en fin de journée qu'il aime le partager avec ses amis. Bonsoir Olivier, comment vas-tu? C'est toujours Avec aussi un soleil beau. exceptionnel. Ça va? Oui, Oh là là. Alors, Allez, plaisir de se retrouver une belle soirée ensoleillée. Catherine Olivier a son magnifique appartement le plus haut de tout Paris. À chaque fois que je viens ici, très sincèrement, je passe ma vie devant la baie. Je me sens seule au monde. Là, c'est magnifique, vraiment. Cette vue. Là, il y a le Sacré-Cœur qui vous fait des clins d'œil. Par choix, par nécessité ou par chance, dans des arrière-cours ou sous les toits, une poignée de Parisiens réinvente avec amour la manière d'habiter Paris.